Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Elles sont un rouage essentiel de l'école inclusive et dénoncent un manque de reconnaissance. Les AESH tirent une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Entre salaire dérisoire et hausse du nombre d'élèves en situation de handicap, eh bien, la profession est à bout de souffle. Une situation dont pâtissent les professionnels ainsi que les enfants et les familles. On va en parler dans la première partie de cette émission avec nos deux invités. Dans le Bon Point, on s'intéresse aux métiers d'art, au savoir-faire français avec un enjeu central, celui de la transmission et de la formation. Et puis dans sa chronique Panorama, Alix Nguyen nous parlera de la série à succès Euphoria. Sa 3e saison vient de sortir. Une série qui divise, vous verrez. Rendez-vous en fin d'émission. Mais avant cela, place à l'actu du jour avec Alix. Bonsoir Alix. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec le verdict attendu aujourd'hui dans le procès de l'assassinat d'Agnès Lassalle. Il est attendu ce soir devant la cour d'assises des mineurs de Pau. Pour rappel, cette professeure d'espagnol de 53 ans a été tuée en février 2023 en plein cours dans un établissement scolaire de Saint-Jean-de-Luz par un élève alors âgé de 16 ans. Depuis le début de la semaine, les débats se concentrent sur une question centrale, celle de la responsabilité pénale de l'accusé, aujourd'hui âgé de 19 ans. Les expertises psychiatriques sont contradictoires. Certaines évoquent un discernement intact, d'autres une altération, voire une abolition au moment des faits. L'accusé décrit comme très détaché durant l'audience, en cours jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Toujours dans les violences, un mineur de 15 ans a été mis en examen et incarcéré pour avoir envisagé de commettre une attaque visant des personnes de confession juive ou des personnes homosexuelles. Selon le parquet national antiterroriste, le jeune homme a été interpellé dans le Rhône le 17 avril et mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation de crimes contre les personnes. Une enquête préliminaire avait été ouverte le 11 avril et confiée à la DGSI. D'après les premiers éléments, l'adolescent a reconnu avoir eu l'intention de passer à l'acte. Fin 2025, le procureur national antiterroriste Olivier Christen soulignait « Depuis 4 ou 5 ans, nous observons un très net rajeunissement des personnes qui sont mises en examen, avec plutôt des personnes qui ont au moins 20 ans, moins de 20 ans et désormais beaucoup de mineurs ». Un animateur périscolaire de la ville de Tours est également soupçonné du viol d'une fillette de 3 ans. Les faits auraient eu lieu entre février et mars 2026 sur une enfant née en 2022. L'homme, âgé de 37 ans, travaillait depuis plusieurs années dans des écoles de la ville sur les temps périscolaires et les vacances scolaires. Jamais condamné jusque-là, il a été placé sous le statut de témoin assisté. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes des faits et vérifier si d'éventuelles autres victimes pourraient être identifiées. Et à l'étranger, en Cisjordanie occupée, l'autorité palestinienne annonce la mort d'un adolescent palestinien. Youssef Sameh Shtayeh, âgé de 15 ans, a été tué hier lors d'un raid militaire israélien à Naplouse, dans le nord du territoire. D'après les autorités locales, des soldats israéliens sont entrés dans la ville dans la matinée. Les circonstances exactes des tirs restent à clarifier. L'armée israélienne indique de son côté vérifier ces informations. Ces faits s'inscrivent dans une série de violences qui touchent largement les mineurs. Plus tôt cette semaine, un garçon de 14 ans a été tué lors d'une attaque attribuée à des colons israéliens. Selon les données des Nations Unies, depuis le 1er janvier 2026, au moins 8 mineurs palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée. En Iran, les conséquences économiques de la guerre fragilisent fortement les familles, et notamment les mères. Près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Pour une partie des ménages, manger de la viande est devenu difficilement accessible et les courses du quotidien représentent un poids important. S'il n'y a pas de pénurie signalée, les prix ont fortement augmenté. Le chômage progresse également dans un contexte de destruction lié au bombardement. Ces derniers ont notamment touché plusieurs sites industriels dans le centre du pays. Paria, une mère de famille iranienne, témoigne, propos recueillis par Dominique André pour France Culture. 18 000 ouvriers ont dû arrêter de travailler et sont au chômage, car leur usine sidérurgique à Ispahan a été touchée par des bombardements et ne fonctionne plus. Ces ouvriers n'ont pas reçu leur salaire le mois dernier. Ce sont principalement des femmes qui sont chefs de famille. Ce sont elles qui rapportent de l'argent. C'est un stress important car ce sont elles qui assument les charges du foyer et notamment tout ce qui concerne les dépenses pour élever les enfants. Et selon les dernières estimations, 2 millions d'emplois ont déjà été perdus.
Retour en France où les violences dans les couples d'adolescents restent largement sous-estimées alors qu'elles sont loin d'être marginales. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une adolescente sur 4 dans le monde subit des violences au sein de son couple. Ce phénomène est souvent difficile à identifier. En attestent plusieurs récits de jeunes filles comme Elina, lycéenne de 17 ans, témoin de la relation d'une de ses meilleures amies avec un garçon, ou encore Juliette, 16 ans, pour qui il a été difficile de mettre des mots sur les violences sexuelles qu'elle a subies. On les écoute, c'était au micro de Jeanne Messia pour France Inter. Quand on les voyait ensemble, il avait des mouvements assez violents où il l'attrapait par le bras. Elle nous montrait qu'elle avait souvent des bleus. Du coup, elle hésitait à porter plainte quand ils se sont séparés. On lui a expliqué comme quoi fallait qu'elle le fasse. J'étais pas sûre et tout avant d'en parler à quelqu'un et je me suis mise direct à pleurer et je me suis dit waouh. Et du coup, la personne elle m'a dit non, genre c'est pas normal. Et pour briser ce tabou, la créatrice de contenu Capucine Coudrier intervient régulièrement dans des établissements scolaires. Dans un livre publié le mois dernier, elle témoigne des violences qu'elle a elle-même subies entre 15 et 18 ans. Je savais ce que c'était une agression sexuelle, un viol, etc. Sauf que personne m'avait dit ça peut être commis par ton copain. Et je me disais j'ai pas envie, il me force, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Mais en fait, lui, il avait tellement retourné la situation que je pensais que c'était moi le problème. Et sur le terrain, les associations alertent sur un phénomène encore peu quantifié chez les mineurs. Elles appellent à renforcer la prévention et la sensibilisation dès le plus jeune âge. On s'intéresse maintenant à la sobriété écologique. Peut-on vivre autrement alors que la France aurait atteint ce vendredi son jour du dépassement ? Eh bien, un jeune homme a relevé le défi. Le jour du dépassement donc, correspond au moment où un pays a déjà consommé autant de ressources naturelles que ce que la planète peut régénérer en un an si tout le monde vivait de la même façon. Un peu complexe. François-Xavier Désert, un doctorant de 26 ans en sciences de l'environnement, relève le défi de la sobriété. Il vit à Rueil-Malmaison, près de Paris, et depuis plus de 6 mois, il a adopté un mode de vie très minimaliste. Chauffage coupé, même en plein hiver, déplacement réduit, consommation strictement suivie. On l'écoute, c'était au micro de Jeanne d'Anglejean pour France Inter. J'avais 7-8 degrés dans mon appart, mais on s'adapte, hein. Donc j'avais une bouillotte, je mettais plusieurs couches de pull, je gardais un bonnet. Samedi, j'ai cuisiné des gnocchis avec de la sauce tomate et des oignons. L'ensemble de ce plat-là, ça va me coûter environ 0,4 kg de CO2 équivalent d'empreinte carbone. Et son objectif est né lors de ses études d'ingénieur à la lecture des rapports du GIEC. Je me suis dit, on va essayer pour voir qu'est-ce que ça fait concrètement de vivre à l'automne. Je peux vivre cette expérience parce que je suis plutôt jeune, je suis en bonne santé, je suis plutôt privilégié. Si je devais résumer mon expérience en une phrase, c'est juste consommer le moins possible. Et le jour du dépassement, ça représente ça, c'est à quel point est-ce que notre boulimie, notre soif de toujours consommer plus, fait dépasser les limites de ce que la Terre peut nous offrir. Et en France, les émissions moyennes sont d'environ 10 tonnes de CO2 par personne et par an, avec un objectif de 2 tonnes d'ici 2050. François-Xavier espère atteindre environ 2,5 tonnes de CO2 équivalent à la fin de son expérimentation en octobre. Et on termine ce journal avec le triomphe hier soir de Théodora à la cérémonie des flammes. Oui, la chanteuse est la grande gagnante de cette 4e édition organisée à la Scène Musicale près de Paris. Elle est notamment repartie avec les prix de meilleure artiste féminine et du meilleur album. Au-delà du palmarès, Théodora a aussi marqué la cérémonie par un message adressé à ses jeunes fans. Si jamais vous avez l'impression que vous sentez seul, que vous êtes dans une situation compliquée, avec des gars un peu compliqués, avec des bad boy love stories un peu compliqués, oubliez pas que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Oubliez pas que vous pouvez partir, que la porte est ouverte, que vous pouvez recommencer, que ça s'arrête pas. Les flammes qui récompensent les musiques issues du rap et des cultures urbaines ont également sacré Gims, artiste masculin de l'année, et le rappeur Ouais Renoir, décédé brutalement en mai 2025 pour l'album Rap. La soirée a été diffusée pour la première fois sur le service public. Merci beaucoup, merci Alix pour ce JT. Salaire insuffisant, augmentation du nombre d'élèves à charge, sous-effectifs chroniques. Les AESH, les accompagnants des élèves en situation de handicap, dont 94% sont des femmes, dénoncent des conditions de travail intenables. Selon le dernier rapport de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, la DEP, c'était publié le 26 mars, 8 AESH sur 10 se sentent peu valorisés et soutenus par les institutions. Une situation synonyme de souffrance, aussi bien pour les professionnels que pour les élèves ou les familles. On en parle tout de suite avec nos deux invités.
Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Delphine Gane. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais je suis ravie, Delphine. Vous êtes chargée de mission à la Fondation Paralysie Cérébrale, également chargée de mission sur Team & Co, animatrice du réseau des amis de la Fondation Paralysie Cérébrale. Et vous êtes maman de Martin qui vit avec une paralysie cérébrale et qui bénéficie de l'accompagnement d'une AESH, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Catherine Sahuc, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir de loin mais de près quand même. Vous êtes avec nous, vous êtes accompagnante des élèves en situation de handicap, donc AESH, dans l'Académie de Lyon et militante CFDT, Éducation, Formation, Recherche Publique, dans l'Ain, Loire et Rhône. Cette pénurie d'AESH, on en parle depuis très longtemps, notamment ici dans le Grand JT et sur School TV de manière générale, dans tous les bons journaux télévisés. Malheureusement, c'est un sujet qui nous tient tous à cœur, enfin qui, je l'espère, tient tous à cœur. La rentrée 2025, sur 352 000 élèves concernés, eh bien, plus de 48 000 d'entre eux n'avaient pas d'accompagnant en situation pour les enfants en situation de handicap. Presque donc la moitié des AESH aujourd'hui accompagnent officiellement 4 élèves ou davantage. Est-ce que dans la pratique, c'est pire, Catherine Sahuc ? Alors, je peux vous confirmer malheureusement que dans la pratique, c'est pire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une mutualisation à outrance. C'est-à-dire que, vu qu'il y a pénurie d'AESH, en fait, le nombre d'élèves accompagnés augmente. Il n'y a qu'à voir le nombre d'élèves notifiés individuels a augmenté de 25% en une année et du coup, le nombre d'AESH ne me suit pas. Donc, ce qui veut dire qu'on est amené à accompagner de plus en plus d'élèves. Pour donner un exemple, j'accompagne des AESH en tant que militante qui accompagnent parfois jusqu'à 14 élèves sur 26 heures. Oui, donc c'est vrai que fatalement, il y a un énorme gap, de grosses exigences, des demandes qui ne sont pas nouvelles, hein, bien entendu. Quelques mesures prises, on va y revenir effectivement après, mais j'aimerais parler effectivement de ce métier. Les AESH, je crois que c'est la deuxième profession de l'éducation nationale. Les AESH sont indispensables, absolument indispensables évidemment à l'éducation de nos enfants, à l'accompagnement surtout des élèves qui en ont besoin. Delphine, vous êtes donc maman de Martin. Aujourd'hui, il a 9 ans, Martin. Expliquez-nous quel est le handicap de Martin. Alors Martin, il a une paralysie cérébrale, donc c'est une lésion cérébrale qui peut être intervenue très tôt pendant, avant ou après la grossesse, et qui donne un ensemble de séquelles assez variées, mais principalement des troubles moteurs, et puis des troubles associés très divers et variés. Chez mon fils, ça a été des troubles du langage, des troubles des apprentissages. Il y a beaucoup d'épilepsie, il y a beaucoup de troubles divers. Vous avez tout de suite eu recours en fait à une AESH. Comment ça s'est passé ? Parce que c'est extrêmement compliqué, on le sait, et on va en détailler effectivement. Mais cette demande faite immédiatement, souvent on dit dès la naissance, il va falloir qu'il soit accompagné. Il faut tout de suite, c'est comme pour les crèches en fait. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez vécu ? Oui, complètement. Alors nous, on a eu presque la chance d'avoir un diagnostic à 9 mois. Donc ça nous a permis d'anticiper ce genre de dossier. Mais en effet, j'étais dans cette urgence dans le parcours médical de Martin, où on m'a clairement fait comprendre que oui, il fallait impérativement que le dossier MDPH soit parti au moins 9 mois avant l'entrée à l'école de petite section. Ce qui a été fait, ce qui a été anticipé. On avait une notification pour l'entrée en petite section quelques mois avant. On avait anticipé l'accueil de Martin dans son école. Tout s'était fait en très bonne intelligence et en anticipation. Et pour autant, on a manqué d'AESH quand même sur le terrain. Alors, vous avez manqué sur le terrain, mais déjà, est-ce que vous avez eu le sentiment, finalement, entre guillemets, d'avoir de la chance par rapport aux autres mamans dont les enfants n'ont pas la chance d'être suivis par une AESH? Oui, presque plus de la chance d'avoir pu anticiper un diagnostic avant l'entrée en petite section, d'avoir pu anticiper le dossier et finalement d'avoir permis, bon an, mal an, de pouvoir faire valoir des droits. Mais là, encore une fois, c'est exactement ce que dit Catherine, c'est une mutualisation à outrance des besoins. Et dans une petite école de quartier, on se retrouvait avec une AESH qui s'occupait de 7, 8 élèves, 9 élèves en même temps, et qui du coup devait jongler dans les plannings avec mon fils qui avait des gros besoins, qui avait une notification 24 heures individuelle, mais qui n'était vraiment pas respectée, qui n'a jamais été respectée. Donc là, il est en classe Ulysse, Martin? Alors là, maintenant, oui. Il est en classe Ulysse depuis le CP, oui. Il est en niveau CE2. Oui. Donc en Ulysse, ça veut dire qu'il a un temps partagé dans le dispositif Ulysse avec des adaptations pédagogiques adaptées, et en classe d'inclusion au niveau CE2, dans les matières dans lesquelles il peut suivre.
Combien d'AESH pour cette classe Ulysse? Alors, combien d'AESH présentement? Aujourd'hui, 1 voire 2 collectives. Pour combien d'élèves? Pour 11 élèves, dont 4 en fauteuil. 11 qui ont tous des troubles moteurs, hein, de la fonction motrice. On est vraiment sur une Ulysse trouble de la fonction motrice. Mais voilà, 1 à 2, on réclame depuis septembre une 3e AESH collective au minimum et 1 ou 2 AESH individuels pour des cas bien spécifiques et qui demandent encore plus de nécessité, quoi. Catherine Sahuc, pour tous ceux qui ne connaissent pas effectivement ce métier, hein, des accompagnants d'enfants d'élèves en situation de handicap, là on le voit bien, 11 élèves qui ont besoin d'être accompagnés et il y a une, voire 2 peut-être de temps en temps accompagnantes. C'est évidemment pas du tout le nombre suffisant. Et pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point le besoin est grand? Le besoin d'AESH est grand parce qu'il y a de plus en plus d'élèves déjà qui sont notifiés et beaucoup d'élèves dernièrement, de ces 2 dernières années, qui sont notifiés pour des établissements spécialisés et qui n'ont pas de place. Pénurie de place également en instituts spécialisés. Donc le souci, c'est que nous sommes chargés de pallier à tous ces manques. Sauf qu'on n'est pas éducateur spécialisé. Il faudrait vraiment qu'en fait, il y ait une collaboration avec le personnel du médico-social pour qu'il nous donne des clés, des outils. Parce que c'est ce que, comme je le disais, c'est pas avec la formation initiale de 60 heures qu'on a eu au début de notre carrière. Pour moi, ça fait déjà 12 ans qu'on peut vraiment faire face à ces handicaps de plus en plus lourds, de plus en plus difficiles même à gérer et en fait de plus en plus de cas d'élèves dans une même classe. C'est-à-dire que maintenant vous prenez des classes surchargées avec plusieurs élèves en situation de handicap et quand il y a une AESH absente, elle n'est pas remplacée, il n'y a pas de vivier de remplacement des AESH, donc vous mettez tout ça et ça devient explosif. Il y a de plus en plus de cas de violence, il y a de plus en plus d'AESH qui subissent des violences sur leur lieu de travail et les élèves en souffrent, ce sont les élèves qui souffrent le plus de cette pénurie. Évidemment, les élèves qui en souffrent, vous le dites aussi, hein, les AESH qui sont en crise, hein, la santé mentale est vraiment touchée, et pareil, on va y revenir aussi. Mais du coup, on priorise, comment on fait? On priorise les élèves les moins autonomes, on doit manifestement faire un tri? Alors, officiellement, non. Officieusement, sur le terrain, évidemment, priorité est donnée, logiquement, aux notifications individuelles. Pourquoi? Parce qu'une notification individuelle, elle porte bien son nom. Ça veut dire qu'un AESH doit être vraiment en présentiel avec cet élève en situation de handicap qui a une notification individuelle. Sauf que, on prend à Paul, on déshabille Paul pour habiller Jacques. Donc on prend sur l'accompagnement mutualisé des autres élèves qui ont une notification mutualisée pour accompagner ces élèves individualisés, ce qui fait qu'on se retrouve avec des élèves avec une notification mutualisée qui sont accompagnés 1 heure, 2 heures par semaine max, au détriment en fait de ces élèves-là. Parfois même on en accompagne, moi il m'est arrivé d'accompagner 9 élèves dans une même classe. Oui, c'est complètement impossible. Martin est en CE2, vous m'avez dit. Est-ce que vous avez vu une évolution des apprentissages pour Martin ou justement une dégradation? Qu'est-ce qu'il ressent? Comment vous le ressentez et est-ce que lui partage peut-être? C'est une bonne question. Alors, forcément, nous, on est un peu biaisés parce que maintenant, on est dans un dispositif Ulysse dans lequel il y a quand même des adaptations pédagogiques scolaires qui aident Martin à progresser. Donc, depuis le CP, heureusement, c'est bien de dire qu'il y a des bonnes choses aussi. Il y a une bonne chose et malgré le peu d'accompagnement humain qui est quand même là où le bas blesse, hein, forcément, nous, ce manque d'accompagnement, ça a des répercussions, comme le dit cet AESH, sur les enfants en priorité. Donc, même si j'ai constaté des progrès, pas autant qu'il en faudrait aujourd'hui. Martin, il a 9 ans, il n'a pas encore acquis la lecture et l'écriture. Il a besoin d'objets tout simples. Donc, dans le quotidien, ça peut se révéler de manière très concrète. Hein. Par exemple, le geste d'écriture, puisqu'il a un trouble moteur, lui est difficile. Donc, il a une étiqueteuse, une grande étiqueteuse pour écrire et pouvoir produire des mots. Sauf que s'il n'y a personne pour lui sortir cette étiqueteuse, pour l'aider un tout petit peu à utiliser et l'aider à adapter l'exercice qu'il va avoir dans sa case d'inclusion
de CE2, l'exercice sur sa feuille, l'adapter à ça, il pourra pas travailler, il pourra pas en fait rentrer dans sa posture d'élève finalement. Donc ces enfants, ils ont beau être là, en fait, ils n'ont pas la possibilité de rentrer dans des apprentissages. Donc voilà, c'est ce manque de personnes humaines à côté d'eux, alors qu'il y a des vrais besoins réels sur notamment mon fils. Effectivement, malheureusement, ça nous dessert. Et voilà. Et lui, il le verbalise. Il dit qu'il a beaucoup de mal à travailler sans son AESH, sans son prénom, et que quand elle n'est pas là, donc notamment dans sa classe d'inclusion de CE2, elle peut pas être là puisqu'elle est dans la classe Ulysse avec d'autres élèves. Ils font tourner les emplois du temps pour être justement en nombre plus réduit pour pouvoir gérer les enfants. Et puis il y a évidemment une notion de priorisation, comme le disait madame aussi, forcément induite, parce qu'ils sont obligés, et nos enfants, nous, qui se retrouvent avec moins de problématiques, mais des troubles d'apprentissage énormes, se retrouvent seuls en classe d'inclusion. Il y a l'apprentissage et puis il y a la confiance aussi, parce que c'est très important aussi sur le plan moral, le plan mental des enfants, et pour vous-même aussi pour les familles, c'est très dur. Ouais. Alors moi, je le sens chez Martin. C'est évident que dans tout ce qui était maternel, dans le système ordinaire, il a eu une grosse perte de confiance en lui. Et c'est aussi une des raisons qui nous a fait choisir l'Ulysse, parce qu'il s'est retrouvé dans une classe avec des enfants qui avaient le même handicap que lui, et il s'est reconnu. Ça lui a fait regagner confiance en lui. Alors de votre côté, Catherine Sahuc, évidemment, la situation des AESH, on va en dire. Alors j'aimerais parler des heures, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, le temps est restreint et vous le savez mieux que moi. On vient de le dire, la santé mentale est très rude. Juste un chiffre quand même, 45% des AESH, donc presque la moitié, jugent leur état de santé mauvais, voire très mauvais, presque autant, ont au moins un congé pour raison de santé sur l'année scolaire 2023-2024. Donc clairement, il y a une crise énorme d'attractivité du secteur. Je ne vais pas vous faire rebondir là-dessus. En revanche, je vais vous faire rebondir sur les raisons de cette crise d'attractivité. Et évidemment, la première des raisons, soyons clairs, ce sont les salaires. Les salaires sont dérisoires. Il y a une augmentation assez récente, mais qui reste dérisoire malgré tout. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que gagne en moyenne je dis une parce que c'est souvent les femmes, mais c'est pas non plus un hasard d'ailleurs, mais combien gagne en moyenne une AESH par mois? Alors, en général, une AESH, une ou un, peut gagner jusqu'à, une moyenne 1030 € net par mois pour un équivalent de 24 heures par semaine. 63%. Voilà, donc problème numéro 1, à chaque fois on vous oppose la question du temps partiel et du temps plein. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que vous vous êtes entendu sur cette question-là? On n'est pas vraiment entendu puisqu'en fait ce temps partiel il est imposé. Il est subi. Par exemple, là, dans l'Académie de Lyon, il y a une enquête de rentrée qui arrive au mois de mars sur nos boîtes mail académiques pour nous demander ce qu'on souhaite au niveau des affectations et de notre quotité pour l'année prochaine. Et en fait, on n'a que la possibilité de la baisser, cette quotité. On n'a aucune possibilité de l'augmenter. Quand nous demandons des augmentations de quotité, très souvent, trop souvent, ça nous est refusé. Mais refusé parce qu'en fait, on ne comprend pas. J'avais reçu ici un député sur ce plateau dont je tairai le nom, mais qui m'expliquait que c'est normal, il travaille 20 heures par semaine. Donc, il ne comprenait pas la logique aussi de la mobilité. J'ai lu, et vous allez me le confirmer ou non, que certaines AESH font 4 à 5 établissements dans la même journée. Effectivement, il nous est demandé depuis la mise en place des PIAL de pouvoir intervenir dans n'importe quel établissement de notre PIAL. Et face à cette pénurie, alors au départ l'idée était bonne, elle était faite pour accompagner les élèves en situation de handicap au plus près de leurs besoins. L'idée est bonne, sauf que les moyens, encore une fois, n'ont pas été mis en place. Moi j'ai des collègues qui font 3 voire 4 établissements sur une même semaine, sur un 24 ou un 26 heures, ce qui est énorme. Ce qui veut dire qu'en plus, donc ça prend sur leur temps méridien, et normalement c'est un temps qui doit être comptabilisé, ce temps de trajet comme un temps de travail, et trop souvent il ne l'est pas. Nous, en tant que syndicat, on est obligé d'intervenir. Certaines d'ailleurs doivent prendre un job supplémentaire pour subvenir à leurs besoins, donc ça veut dire forcément une santé mentale qui se dégrade et une santé physique aussi qui se dégrade. Exactement, le cumul d'activités c'est un grand sujet parce que priorité doit être donnée
à son travail d'AESH. Trop souvent, des AESH se voient un petit peu malmenés par l'administration qui peut ne pas accepter. Par exemple, j'ai le cas d'une AESH qui ne travaille pas les mercredis matins et à qui il a été imposé d'aller en formation ce jour-là, parce que de plus en plus, voilà, il y a des petits progrès au niveau des formations, il faut quand même aussi le souligner. Et en fait, elle n'a pas pu s'y rendre parce qu'elle avait un cumul d'activités. Et cela n'a pas été recevable au niveau de l'administration qui a dit « Votre priorité, c'est votre premier emploi d'AESH ». Ce qui veut dire qu'en fait, on nous précarise en nous maintenant dans des temps partiels, mais en même temps, quand il nous faut un cumul d'activités pour pouvoir vivre dignement, surtout pour les mamans ou les papas solos avec enfants, eh ben cela nous est plus ou moins refusé, ou alors c'est très difficile de jongler entre les deux travails. Parce que je rappelle que le travail d'AESH, même s'il est extraordinaire et que la plupart des AESH l'exercent avec passion, c'est quand même un travail qui est prenant et épuisant. Bien sûr, épuisant, évidemment. Et même si vous avez cette vocation, et on vous en remercie toutes, je dis toutes parce que je crois que c'est 98% de femmes, ou 90% de femmes qui sont AESH. On remercie 94%, me dit-on dans l'oreillette, me dit ma productrice. Donc on remercie évidemment les hommes aussi AESH qui le sont. Mais je veux dire, c'est quand même une vraie vocation, c'est un métier à temps plein en fait, qui nécessite beaucoup de temps et de concentration et de bienveillance à l'égard des enfants et aussi à l'égard des parents toujours. C'est ce lien que vous faites constamment. Vous parlez de formation. Je rappelle que Catherine Sahuc, vous êtes donc dans l'Académie de Lyon, vous êtes militante CFDT, éducation, formation et recherche publique. Donc la formation, vous en faites beaucoup, mais on parle aussi de la formation du corps enseignant. Lorsque votre enfant, Martin, qui je rappelle est en classe de CE2, quand il est dans la classe de référence, c'est-à-dire la classe ordinaire de CE2, il a affaire finalement à un professeur des écoles qui n'est pas, pour le coup, formé. Qui n'est pas handicap. Formé, en effet. Il y a un rôle de la coordinatrice Ulysse de pouvoir normalement accompagner les adaptations pédagogiques, mais on le voit bien, elle est débordée. Enfin, pour nous, alors, moi, je pense que c'est très important déjà de dire que tout ça repose vraiment... Enfin, c'est pas un problème qui vient des équipes. Au contraire, Madame l'a dit, et nous, on le voit, les parents au quotidien, les enseignants, ils font tout ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Les AESH, elles sont extrêmement engagées, je vous le dis, effectivement. Heureusement qu'on les a, mais c'est vrai que tout repose sur un équilibre extrêmement fragile. Et chez nous, tout repose sur la coordinatrice Ulysse. Elle peut pas tout faire, et donc elle peut pas aussi former les enseignants. Donc, en effet, là, il y a un manquement, mais clairement, de toute façon, de formation à tous les niveaux pour nous, les parents. C'est ce qu'on constate. Et puis, on le sait, on sait qu'il y a ce problème de reconnaissance de statut des AESH. On sait qu'elles manquent de formation. Et pour autant, elles tiennent tout à bout, et de considération, alors qu'elles tiennent tout à bout de bras. Oui, et en plus, c'est le système aussi de la débrouille. C'est-à-dire que vous avez, comme d'autres parents, recours à des systèmes, finalement, de compensation hors les murs, notamment orthophonistes. Il faut pouvoir aussi, pardon de le dire, mais c'est important quand même d'avoir les moyens de le faire. C'est-à-dire que... Oui. C'est comment on procède, comment vous avez fait Alors, après, avec le handicap, un handicap quand même reconnu, même s'il est encore trop méconnu, il est quand même reconnu à la MDPH. On a donc un accompagnement en CESAD, qui est le centre de suivi de soins à domicile ou sur les lieux d'école. Donc, il a des prises en charge comme ça, et il a une kiné et une orthophoniste en dehors, effectivement, mais qui sont quand même pris en charge par un système, heureusement, sécurité sociale, 100%. Voilà. Par contre, nous, par exemple, en plus de l'orthophoniste, puisque malheureusement, on ne peut pas en faire suffisamment dans la semaine, on a en plus du soutien scolaire qui vient à domicile parce que justement le nombre d'heures n'est pas suffisant à l'école. Donc on a une étudiante en orthophonie qui vient faire du soutien scolaire, et là oui, c'est des coûts supplémentaires qui en plus ne sont pas pris en charge par la MDPH. J'ai beau les remettre chaque année dans les dossiers, on me dit non, ça peut pas être pris en charge, votre soutien scolaire. Oui, donc en fait c'est ça qui ressort, c'est que vous êtes tout le temps en train de vous battre finalement. Oui. Et c'est vrai que du coup, on essaye nous aussi de sensibiliser le corps enseignant, de sensibiliser la direction, les responsables académiques, mais on voit bien que c'est complexe pour eux. Eux, ils ont à gérer la masse humaine. On sait que c'est complexe. On a du mal à obtenir plus de recrutement, mais nous, on a toute cette problématique en effet de personnes qui sont pas assez formées en face de nous. Et on leur propose de l'aide, on essaie de faire quelque chose effectivement ensemble, mais on voit que c'est encore fragile tout ça. De votre côté aussi, c'est toujours une lutte, Catherine Sahuc, vous battre en permanence pour faire reconnaître vos droits, pour être considérée à votre juste valeur.
Exactement. La reconnaissance, souvent, on l'a des élèves qu'on accompagne et des familles, des parents. Voilà, la considération, voilà, la reconnaissance, c'est souvent les familles et pas l'administration, malheureusement. Et je voulais juste rebondir sur la formation. En fait, on est vraiment en manque cruel de formation continue, renforcée et adaptée. Parce qu'en fait, on constate qu'il y a de plus en plus de handicaps, de multi-handicaps, et on n'est pas assez formé. Et c'est vrai que pour rebondir de nouveau sur la reconnaissance, nous l'attendons vraiment avec des faits concrets, c'est-à-dire avec un statut de fonctionnaire catégorie B, avec une rémunération décente qui ferait qu'on n'ait pas besoin d'avoir un cumul d'activités, qu'on puisse augmenter notre quotité horaire pour toutes ceux et toutes celles qui le souhaitent. 400 000 à peu près enfants en situation de handicap, je crois que ce sont les chiffres, à peu près 140 000 AESH, je vois 134 800, mais bon, enfin, on disait toujours, en gros 140 000 AESH en France. Alors déjà, on voyait bien qu'il y avait un manque cruel, hein, puisque c'était déjà au prorata de 1 sur 4, mais j'ai entendu, Catherine Sayuc, vous parliez de temps en temps de une AESH pour 7, 8 ou 9 enfants accompagnés. Donc en fait, on est loin de la prérogative de l'école inclusive. Exactement. En fait, il faudrait vraiment donner les moyens humains et financiers pour cette école inclusive. Moi, je pense que ça peut être possible si les moyens sont donnés. Mais des moyens réels, des moyens... nous, on aimerait beaucoup travailler avec le personnel du médico-social, vraiment qu'il y ait un lien pour que nous puissions accompagner tous ces élèves au mieux, pour les voir progresser, pour qu'ils puissent devenir plus autonomes et s'épanouir tout simplement. Justement, ce lien, ce pont dont vous parlez, c'est vrai que la transversalité des ministères, elle a été souvent évoquée, puis finalement rarement mise en place, que ce soit pour les infirmières, pour les médecins scolaires. On a beaucoup parlé de santé, effectivement, scolaire ici sur ce plateau. C'est vrai que ce pont aussi avec les AESH serait très important. Est-ce que, en tant que militant de CFDT, vous êtes entendu aussi sur cette question ? On n'est pas forcément entendu. Alors, apparemment, avec la mise en place des passes, il nous a quand même été dit qu'il y aurait un personnel du médico-social par passe, ce qui nous paraît vraiment, pour l'instant, insuffisant. Nous serons très vigilants parce que nous attendrons de voir sur le terrain ce que cela va donner, parce que nous avons vu déjà les limites de la mise en place des PIAL, qui a contribué à une mutualisation à outrance, au fait que des AESH également sont déplacés du jour au lendemain. Il n'y a pas de délai de prévenance. Donc, quand il y a des contraintes personnelles, de vie de famille, c'est très, très compliqué. Et au niveau des territoires, Catherine Sayuc, c'est extrêmement différent. C'est un petit peu au bonheur la chance, quoi. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on se dit, bah, chouette, ça a été votre cas. Vous vous êtes battu évidemment pour ça, mais vous avez eu la chance de pouvoir avoir un accompagnement pour Martin. De votre côté, Delphine Gane. Mais c'est vrai que, est-ce qu'en fonction des territoires, c'est très disparate et donc forcément inégal, Catherine Sayuc ? Évidemment, vous prenez des territoires, déjà comme le nôtre, l'Académie de Lyon, c'est des territoires très vastes, c'est des zones géographiques très vastes, donc avec un milieu rural, ce qui veut dire, pour les AESH en poste, plus d'écoles, en fait, plus, des fois 3-4 écoles sur une même semaine. Donc plus de kilomètres, notamment lors de formations, lorsqu'on a la chance de pouvoir en avoir, plus de kilomètres qui ne sont pas forcément remboursés au niveau des frais de déplacement. Avec en plus, l'essence est encore plus chère en ce moment. Enfin, c'est aussi un sujet. C'est-à-dire que la prise en compte de l'inflation de manière générale et les déboires que l'on vit aujourd'hui avec le prix de l'essence et du gasoil, forcément, jouent énormément lorsqu'on parle de... Rappelez-moi, le salaire moyen d'une AESH, 1030 €. 1032 € net par mois en moyenne. Hein. C'était un calcul qui a été fait. Hein. Je crois que s'il y a un chiffre qu'il faut retenir, c'est celui-ci. Hein. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci d'avoir partagé, d'avoir témoigné, Delphine Gane. Je rappelle que vous êtes chargée de mission à la Fondation Paralysie Cérébrale. Évidemment, on embrasse Martin et cette AESH qui le suit et tous ceux qui sont à vos côtés avec la Team Enco et puis les amis de la Fondation Paralysie Cérébrale. Catherine Sayuc, merci également d'avoir participé au Grand JT. Vous êtes donc AESH vous-même et militante CFDT, éducation, formation, recherche. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve.
De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Anne-Sophie du Royan-Chavannes. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice générale de l'Institut pour les savoir-faire français. Alors, ma curiosité m'a permis de découvrir quelques immenses points intéressants de votre carrière et vos études en particulier. Vous êtes historienne de l'art et archéologue de formation. Et donc, forcément, j'ai fait le lien entre le patrimoine et les métiers d'art. Il était assez évident pour vous, c'est une prolongation que vous avez mis aussi dans cet Institut pour les savoir-faire français. Tout à fait. En fait, quand j'ai fait mes études, je me suis posé la question de devenir archéologue. Et en même temps, avec mes études d'histoire de l'art, j'avais envie de découvrir un patrimoine qui était inexploré. Et donc, je me suis intéressée au patrimoine d'entreprise. Et quand on s'intéresse au patrimoine d'entreprise, dans nos maisons françaises, il y a des savoir-faire. Et là, je suis tombée amoureuse. Tomber amoureuse, évidemment, c'est tout à fait le mot. Raconter un passé qui évolue sans cesse aussi, ça fait partie vraiment de la transmission de la culture française. Ça fait partie de la culture française, de notre patrimoine immatériel. C'est vraiment quelque chose qui est lié à notre société depuis presque la nuit des temps. Parce que dès que l'homme s'est mis debout, il a utilisé la matière première autour de lui pour transformer, en faire des outils, s'habiller. Et puis après, devenir mobile et puis conquérir le monde, quoi. La transmission, c'est un enjeu évidemment essentiel pour ces métiers, pour tous les métiers en général, mais qui sont extrêmement valorisés quand on pense aux métiers d'excellence, aux métiers du luxe, bien entendu. Et pour autant, c'est vrai que les formations peinent à trouver un écho favorable, j'allais dire, auprès des étudiants. Pourquoi, selon vous? Est-ce que c'est peut-être une méconnaissance des formations possibles? Est-ce que c'est un lien entre les deux mondes, finalement, qui ne s'est pas opéré de manière évidente? Je dirais qu'il y a deux choses. On a publié au mois de janvier une étude qui s'appelle Perceptio, qui mesure la perception du grand public et des conseillers d'orientation de ces métiers-là. Et on se rend compte que si ces métiers-là, à 97%, ont un avis favorable, seulement 35% des personnes interrogées les connaissent et ont une perception de ces métiers qui est assez étonnante parce qu'ils pensent que c'est des métiers qui demandent de longues études comme avocat ou médecin. Or, on peut avoir des formations en 2 ans avec un CAP et puis poursuivre jusqu'à un bac+3, mais il y a vraiment une méconnaissance. Et je pense que cette méconnaissance, elle vient de 50 ans où on a peu parlé des métiers manuels en France. Pourquoi d'ailleurs ? Parce qu'on était, je pense, à la suite du choc pétrolier de 73 et 79, dans un moment de crise industrielle très forte, avec beaucoup de délocalisation, une crise économique grave. Et petit à petit, je pense qu'on s'est dit que la France deviendrait une société de services et on a moins parlé de ces sujets-là. On en a moins parlé dans le monde du travail, on en a moins parlé à l'école, et puis ça a disparu aussi du foyer petit à petit, parce qu'on a moins de pratiques manuelles au sein du foyer par rapport à nos grands-parents. Et donc, je pense qu'on a perdu un peu la perception de ces métiers. Or, on a 234 000 entreprises en France qui recrutent tous les jours, donc de très belles opportunités de carrière. 234 000 entreprises qui recrutent. Combien à peu près de métiers, si je puis dire, en France, de métiers d'art? Est-ce que vous avez un nombre? Oui, on a 281 métiers d'art en France. Quand même, c'est énorme. C'est énorme. On peut en citer quelques-uns qui paraissent peut-être évidents et puis d'autres un peu moins. La joaillerie, par exemple, la plumasserie, les passementiers, l'ébénisterie, le métier de graveur, par exemple, d'horloger. Voilà. La reconstruction de Notre-Dame a été faite notamment avec énormément de personnes qui sont dans ces métiers-là. C'est vrai que le nom de l'Institut a aussi évolué. Il s'appelait avant l'Institut national des métiers d'art et maintenant ça s'appelle l'Institut pour les savoir-faire français. Pourquoi vous avez fait évoluer ce nom? Alors pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on a ces 281 métiers qui ont... c'est une liste officielle par décret, mais on a d'autres métiers qui ne sont pas sur cette liste, par exemple comme le métier de tonnelier, qui est très important notamment en France, parce qu'on est un pays qui exporte du vin dans le monde entier. Producteur et amateur. Exactement. Et on se trouve en fait dans une situation où ces métiers ils sont peu visibles et on s'est dit aujourd'hui on a ces métiers qui ne font pas partie de cette liste, donc qui sont des savoir-faire d'exception en France, et à côté de ça, dans les métiers d'art, on a plusieurs savoir-faire. Si on prend le métier de joaillier, par exemple, il y a 7 ou 8 savoir-faire qui composent en fait le métier de joaillier. On peut être sertisseur, on peut être polisseur, on peut être taille-doucier, on peut être gouacheur. C'est quoi un gouacheur? Un gouacheur, c'est celui qui va dessiner en fait le bijou.
C'est une haute tradition de la joaillerie française où on va peindre en fait le bijou qu'on achète ou qu'on veut produire. Et c'est quelque chose qui se fait moins aujourd'hui parce qu'on travaille plus sur l'ordinateur, mais on a encore des gouacheurs dans les grandes maisons, mais aussi en indépendant. On peut être gouacheur numérique aussi. Enfin, j'imagine que c'est un métier aussi qui évolue, non? Alors c'est un métier qui évolue, mais le métier de gouacheur, c'est vraiment le métier manuel. D'accord. Parce qu'arriver à peindre un bijou pour rendre l'éclat des pierres et pour l'ombrer de façon à la main, c'est quand même une technique très importante et il faut se former et il faut... Donc l'IA n'ira pas vers ces métiers-là, a priori? L'IA ira, mais il restera toujours une part de manuel dans ces métiers-là parce qu'un bel objet peint à la main qu'on affiche chez soi comme un tableau, on le fera, alors que quelque chose, une conception 3D d'un bijou, on ne la regardera pas forcément. C'est important pour les étudiants qui nous regardent aujourd'hui et pour toutes les familles en général, parce que c'est vrai qu'on a très peur de cette IA qui pourrait faire éteindre certains métiers. On parle beaucoup des avocats, notamment, même aussi de nos métiers en tant que journalistes et autres. Et c'est vrai qu'on peut redire à quel point, finalement, dans ces métiers d'art, dans les métiers du savoir-faire, pour être précis, eh bien, on a besoin justement de main-d'œuvre, de gens certifiés, de gens qui ont vraiment cette appétence, cette vocation. Mais tout à fait, quand il y a des métiers qui existent, comme je vous le disais, depuis la nuit des temps, qui ont évolué, qui se sont modernisés, et on voit que ce sont des métiers qui se sont adaptés à la fois au changement des énergies, énergie humaine, énergie à cheval, à la vapeur, puis à l'électricité. En fait, ce sont des nouveaux outils pour les artisans d'art, et l'IA va être un facilitateur, puisqu'on a énormément d'indépendants, et que les indépendants sont beaucoup à la façon, ils n'ont pas tellement de temps de faire de la com, d'être commercial, ou même de développer leur activité. L'IA va être un outil qui va leur faire gagner énormément de temps, mais qui ne va pas remplacer le geste. Et cette expertise française, elle est très prisée toujours à travers le monde? Elle est très prisée, et c'est une deuxième raison pour laquelle on a changé de nom, c'est que le mot savoir-faire, on le voit apparaître dans les colloques et dans les publications anglo-saxonnes, en français dans le texte, comme une référence de l'excellence des savoir-faire. Donc on peut se dire, on avait le rendez-vous, maintenant on a les savoir-faire, et c'est aussi quelque chose qui est très connecté à notre histoire et qui a été porté dans le monde entier par des grandes maisons, mais aussi des artisans de tout métier. À l'Institut pour les savoir-faire français, qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement? J'imagine qu'il y a un lien justement entre ces entreprises dont vous parlez et ces potentiels étudiants, en tout cas main-d'œuvre, ou personnes en reconversion, pourquoi pas? Alors, en personnes en reconversion, on en a beaucoup parce qu'on a beaucoup de vocations contrariées. On a beaucoup d'élèves qui choisissent des voies et qui, en fait, au bout de quelques années, ayant fait du droit ou en ayant fait une école de commerce, se disent « mais en fait, j'avais envie d'être ébéniste ». Et c'est souvent vers 40 ans, quand les parents n'ont plus l'influence qu'ils avaient, parce qu'on a aussi ce travail-là à faire de changer le mindset des parents pour encourager à aller vers ces vocations. Et on se rend compte que c'est des métiers qui ont vraiment besoin de cette visibilité-là. Et nous, ce qu'on va offrir, c'est une connaissance et des ressources pour tous ceux qui s'intéressent au sujet, que ce soit un annuaire de formation en ligne, que ce soit des outils sur ces fameuses 280 métiers. On a des fiches métiers avec à la fois des choses historiques, mais aussi tout ce qui se passe en termes de formation, comment se former et quels sont les débouchés. Et on va vraiment à la fois connecter la jeunesse aux dispositifs, aux différents métiers, et en même temps apporter de la connaissance par des études comme Perception. Les journées européennes des métiers d'art, les GEMA, viennent de se terminer. Je crois que c'était du 7 au 12 avril. C'est un moment très rassembleur où justement le lien se crée, notamment entre professionnels du métier et étudiants. On se dit parler des formations aussi. Est-ce qu'il y a une voie royale pour ces formations en fonction des métiers ou pas? Il y a des écoles qui ont plus de réputation que d'autres, mais surtout, en fait, on a un tissu de formation sur le territoire qui est colossal, où on a à côté de chez soi, parce qu'on sait qu'un jeune qui se forme, il faut que sa formation soit à moins de 30 km. Sinon, on a une problématique de logement, on a une problématique de transport. Et donc, on a quand même un maillage de CAP, de lycées professionnels, partout dans le territoire, et de très grande qualité. Et les GEMA, c'est une occasion, effectivement, de rencontrer les professionnels, de visiter ces établissements de formation, et les premiers transmetteurs de ces gestes, ce sont les professeurs dans les établissements. Et donc, on a toujours à côté de chez soi une formation qui peut répondre à un besoin. Et puis après, on a des élèves qui se déplacent pour aller faire une formation en particulier. Par exemple, on a le cas dans notre prix Avenir Métiers d'Art, on a une jeune femme de 17 ans qui a 14 ans, a quitté l'Alsace, est venue en foyer à Paris pour aller au lycée Octave Feuillet, qui est le meilleur établissement et pratiquement le seul, je crois, en plumasserie.
En plumasserie, oui. D'accord. Une plateforme en ligne aussi, Orphée, je crois, qui permet effectivement, qui est consacrée à l'orientation et qui permet aussi de travailler sur les débouchés, les formations, les systèmes. C'est important parce que, si j'ai bien lu, la première question des parents au GEMA, d'après les études, c'est est-ce qu'on en vit finalement? Les parents sont inquiets de savoir pour leurs enfants si on vit de ces métiers-là. Tout à fait. Orphée, c'est notre projet qui a fusionné avec un projet qui s'appelle l'Avenir en main, qui est porté avec le campus de Versailles, parce qu'on avait la même volonté, donc on a uni nos forces pour en donner encore plus de poids. C'est important qu'ils comprennent bien les métiers dans lesquels ils s'engagent, à la fois pour bien évidemment rassurer leurs parents, mais pour savoir où il y a des possibilités de développer leur activité. Et effectivement, pendant les GEMA, la première question, c'est celle-ci. Et ce qui est important, c'est de comprendre, c'est que oui, on peut en vivre, et on peut en vivre de différentes façons. On peut être entrepreneur et diriger sa propre entreprise et être dans son atelier. On peut rejoindre une entreprise, une manufacture en tant que salarié. Et puis, on peut monter les échelons aussi au sein des entreprises ou alors encore être recruté par des très grandes maisons comme les maisons de luxe. Donc, allez sur Orphée si vous êtes intéressé par une éventuelle reconversion ou en tout cas par ces métiers d'art, ce savoir-faire français. C'est à la fois destiné aux collégiens, aux lycéens, mais aussi pour toutes les personnes qui sont passionnées par ces métiers-là. Et puis, les prochaines journées européennes, hein, c'est pas maintenant, ça vient de se terminer, mais enfin, j'imagine qu'on les retrouve en 2027. Bien évidemment, on les retrouve en 2027. On n'a pas encore la thématique, mais on est en train d'y travailler. Ce qui est sûr, c'est qu'on mettra à l'honneur aussi le bicentenaire de la photographie, puisque les photographes techniciens font partie de la liste des métiers d'art. Merci beaucoup Anne-Sophie Duroyon-Chavannes d'être venue sur notre plateau. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'Institut pour les savoir-faire français. Merci à vous. On va continuer notre grand JT tout de suite avec la chronique d'Alix Nguyen. Alix, après plus de 4 ans d'attente, la série Euphoria est enfin de retour et visiblement la nouvelle saison ne fait pas que parler d'elle, elle divise. Oui, je ne sais pas si vous êtes une adepte, Virginie, de la saison 2, je vais vous faire un petit update. Cette saison 3 d'Euphoria, c'est à la fois un événement mondial et un objet qui fait débat, effectivement. Pour bien comprendre, il faut revenir à la genèse. En 2019, quand la série débarque, elle choque. On y suit Rue, une adolescente accro aux opioïdes, incarnée par la superstar Zendaya, qu'on ne présente plus, dont le jeu, il faut le dire, est spectaculaire. Oui. Autour d'elle, une galerie de lycéens perdus. Très vite, Euphoria devient un symbole, celui d'une certaine partie de la Gen Z, montrée de façon très crue. Alors, qu'est-ce qui fait un tel succès, justement, à l'époque, Alix? D'abord, son réalisme pour le moins brutal. Euphoria, c'est une adolescence sans illusion, une jeunesse marquée par les attentats du 11 septembre, les fusillades scolaires et une hyper-exposition permanente via les réseaux sociaux. Ensuite, il y a son esthétique, des couleurs saturées, des néons, le maquillage de certains personnages qui est même devenu viral sur les réseaux. Visuellement, la série cherche constamment à marquer les esprits. Et puis, il y a son créateur, Sam Levinson. Il puise directement dans son propre passé d'addiction. On écoute la journaliste et réalisatrice Charlotte Bloom en parler. C'était au micro de Mehdi Maizi sur France Inter. Rue, elle incarne ce que lui, il a voulu raconter à la base dans cette série, qui est son propre trauma addictif, sa propre utilisation des drogues. Quand Euphoria est sorti, je pense que tous autant qu'on est, on était bouche bée. C'était exceptionnel en termes de visuel, en termes d'esthétique, en termes de volonté de travail. Là, on a vu un truc unique. Là, on a vu une vision, un artiste, etc. Le problème, c'est d'utiliser ce pouvoir pour en faire effectivement le lieu de tous ces fantasmes. Et ça, pour moi, c'est inadmissible. Et cette nouvelle saison, vous vous en doutez, eh bien, elle va encore plus loin. Et oui, elle fait parler d'elle. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche, justement? Eh bien, les personnages ne sont plus au lycée, ils sont devenus jeunes adultes, mais au lieu d'évoluer, beaucoup sombrent davantage. Alors, attention, spoiler, Rue, par exemple, est toujours dépendante et se retrouve impliquée dans des réseaux de trafic. D'autres personnages basculent dans une économie du corps, entre contenu pour adultes, strip club et monétisation sur Internet. La série montre une banalisation extrême des codes du porno et de l'hypersexualisation. Et ça, eh bien, ça en crispe certains. D'un côté, il y a ceux qui défendent une œuvre toujours aussi radicale, qui montre une réalité dérangeante certes, mais réelle. De l'autre, ceux qui l'accusent de tomber dans la surenchère, de provoquer sans plus vraiment raconter.
Alors on lui reproche, en fait, si je comprends bien, d'avoir perdu ce qui faisait sa force. Oui, au départ, Euphoria fascinait parce qu'elle était certes choquante, mais elle était aussi humaine. Aujourd'hui, beaucoup estiment qu'il ne reste plus que le choc. Les scènes sont toujours plus poussées, parfois jugées gratuites, au point que certains parlent d'une série devenue problématique. La question se pose alors, est-ce qu'on est encore dans une critique de l'hypersexualisation ou dans sa reproduction tout bonnement? Et puis, comme évoqué précédemment, il y a aussi, et en coulisses, l'image de Sam Levinson qui se dégrade puisqu'il est aussi accusé de créer des tensions sur le tournage. Et malgré tout ça, le public est toujours au rendez-vous. Oui, parce que Euphoria reste un phénomène culturel majeur, notamment parce qu'elle a révélé toute une génération d'acteurs, dont Jacob Elordi ou encore Sydney Sweeney, eux aussi qu'on ne présente plus. Mais aujourd'hui, la série est une sorte de miroir déformant. Euphoria ne montre plus seulement une jeunesse perdue, elle interroge aussi notre fascination pour cette dérive. Merci beaucoup pour cette chronique. Merci Alix. Tout de suite, on retrouve le meilleur de School TV avec le Zap. Par abus de langage, on parle souvent de l'IA, enfin du boom de l'IA. En réalité, en ce moment, ce qu'on vit, c'est plutôt le boom de l'IA générative. Et ça, c'est important, cette différence, parce que l'intelligence artificielle, Brice, elle était déjà utilisée par les développeurs jusqu'à présent. Ça existe depuis très longtemps. En fait, on l'utilisait pour faire des chatbots, on l'utilisait pour faire tout un tas de choses, mais pas forcément coder. Aujourd'hui, il y a une explosion, puisqu'on peut parler à une IA, on peut lui faire des choses, et effectivement, ça bouleverse un peu tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec. Alors, qu'est-ce qui change justement avec cette nouvelle génération d'IA ? Eh bien, déjà, on peut, pour ma part en tout cas, c'est de faire un peu exploser notre créativité en termes de développeurs, plus se concentrer sur vraiment faire les lignes de code, mais plutôt de se dire qu'est-ce que je veux vraiment faire. Et donc, du coup, faire exploser un peu notre créativité, notre jus de cerveau, pour arriver à créer de nouveaux produits et beaucoup plus vite. Vous partagez cette opinion ou est-ce que Oui. vous voyez peut-être d'autres cas d'usage ? Non, totalement. En fait, le métier il est en train de se déplacer. On est en train de ne plus être sur des personnes qui produisent du code, mais plutôt qui sont dans la conception du logiciel. Donc des postes qui s'élargissent. Là où avant, on avait vraiment des équipes très dédiées, très focalisées, avec des personnes qui produisent du code et d'autres qui orchestrent, qui architecturent. Donc on est sur quelque chose qui devient, je pense, plus passionnant. On ne quitte pas son pays par hasard. J'ai quand même le sentiment qu'à toutes les deux, cette phrase vous a beaucoup parlé. Oui, c'est ça. En fait, quand je disais tout à l'heure que derrière le mot migration, il se passe une multitude de parcours, on a plein de raisons de quitter son pays. Ça déconstruit un petit peu l'idée qu'on partirait de chez soi par choix, au final ? Oui, alors je pense qu'à un moment donné, il y a quand même un choix. Je pense que c'est une décision qui est extrêmement difficile à prendre, c'est l'une des décisions peut-être les plus difficiles dans la vie des gens. Mais en tout cas, il y a des urgences, il y a des événements qui font que on n'a pas d'autres alternatives, ou sinon c'est la mort, la torture. Polonais, italien, espagnol, avec beaucoup effectivement des changements, on va dire, de nature politique. Absolument. Ça, c'est effectivement une trame qu'on retrouve tout le long du livre. Hein. Les dictatures, l'oppression. La guerre, ouais. La guerre, exactement. Chaque double page, et ça, j'imagine que c'était un défi, et ce qui a dû aussi vous motiver, c'est intéressant. Chaque double page correspond à une année. Comment on construit justement une narration visuelle, graphique, aussi fragmentée, mais cohérente? C'est vrai que le fait qu'il y ait un lieu, ça permet quand même de synthétiser. Et puis après, effectivement, la page n'étant pas extensible, à un moment donné, il faut faire des choix. Donc, avec toutes vous avez essayé, j'ai vu, parce qu'on peut l'ouvrir, voilà. Je vous montre. Il y a le texte. Attends, c'est dur, c'est à l'envers. Voilà, merci. Il y a le texte ici, mais je précise que tu peux l'ouvrir. Ouais. Et voilà, c'est pas extensible à volonté. Voilà. Oui, exactement. On a rajouté donc le rabat qui est à droite du livre parce qu'il y avait la question de la périphérie de la ville qui était très importante parce que dans les parcours migratoires, elle vient parler aussi de beaucoup de choses, que ce soit les logements précaires, des personnes qui s'installent dans des conditions qui sont pas censées durer, qui parfois malheureusement durent. Mais on voit bien que dans les entreprises, il y a des choses pour lesquelles ça peut être très bien. On a besoin d'un petit site internet pour ce week-end parce qu'on fait un événement. Le site, il sera jeté la semaine prochaine. S'il n'est pas extrêmement sécurisé, extrêmement stable, etc., au final, ça peut faire le job.
Et plus on va passer dans le temps, plus on va avancer dans le temps, plus le code va être de qualité. Par contre, c'est illusoire de croire que tout seul, avec son IA, on va faire mieux que des éditeurs de logiciels ou des entreprises de services numériques qui, elles aussi, sont équipées à l'IA. Parce qu'en fait, il y a une question de montée en puissance. Il y a 2 ans, on était peut-être quelques-uns à utiliser l'IA dans notre coin et puis les entreprises n'étaient pas équipées. Mais les entreprises s'équipent, donc c'est plus l'humain contre l'IA, c'est l'humain plus l'IA contre l'IA et c'est contre les entreprises avec l'IA. Bon. Et j'appuierais même sur, en fait, on augmente les développeurs, la capacité des développeurs, ça devient un peu des cyborgs, en plus avec l'IA, mais ça reste eux et leur intelligence qui est boostée. Bon, vous êtes plutôt le regard entreprise, j'ai envie de dire, on a d'un côté le regard formation, d'un côté le regard entreprise. Du point de vue de l'entreprise, comment est-ce que c'est perçu aujourd'hui l'arrivée de l'IA par les équipes, par exemple, de YouKnowHigh ? Dans les équipes de YouKnowHigh, il y a, on va dire, 2 écoles. Vraiment, ceux qui sont un peu réfractaires, qui sont de l'ancienne école et qui vont arriver à regarder l'IA en mode non, je ne veux pas l'utiliser ou je vais l'utiliser pour des tâches simples. Et d'autres qui vont vraiment s'accaparer l'outil pour essayer de créer. On a aujourd'hui, au sein de YouKnowHigh, la capacité de créer des preuves de concept très très rapidement, mais ça reste des preuves de concept. Ça nous permet d'être très très créatif, même de valider des éléments techniques, mais des choix techniques, avant même de créer le résultat final très sécurisé. Au final, ce livre, il s'adresse à qui ? Pour moi, c'est un album qui est transgénérationnel. Et justement, ce qui est intéressant de regarder en famille, les générations qui... Pour le coup, il y a toutes les nationalités, hein, mais c'est vrai que... Absolument, c'est ça. Et il y a beaucoup, je crois que on en parle au début du livre, mais il y a un Français sur 4 qui a un grand-parent qui est né à l'étranger. Donc il y a énormément de familles qui sont concernées par ce livre en France et qui peuvent de génération en génération se parler de... Ce livre, c'est l'occasion justement d'évoquer des souvenirs, d'évoquer la façon dont ils se sont installés, la façon dont certains sont repartis, et puis les histoires d'amitié et d'amour aussi qui jalonnent tout le livre. Et qui font... Oui, parfois même entre les gens d'une même communauté, si je puis dire, où on voit que c'est pas facile parce que le papa il veut pas... Alors si effectivement, il a son fils, mais ou alors je sais plus s'il a sa fille, mais alors l'autre Italien qui arrive et du coup je pense qu'il a fui le régime de Mussolini, mais en même temps il veut pas avoir de problème. Enfin, il y a quand même toutes ces dimensions, même entre communautés effectivement, qui sont abordées d'une manière vraiment très intelligible dans cet ouvrage. C'est une réédition du coup de 2026. Il y a eu... Ça existe depuis effectivement 2018. Vous avez eu des retours auprès des professeurs? Vous savez si c'est devenu un véritable outil pédagogique ou c'est plutôt au sein des familles? Non, alors oui, il y a beaucoup d'enseignants qui le travaillent en classe. Et ça, en fait, j'ai pu le constater puisque moi-même, j'anime des ateliers à partir de ce livre depuis des années. Et donc, il y a des superbes... il est vraiment exploité tout au long de l'année pour justement que l'occasion pour les jeunes de parler des parcours migratoires de leurs parents et de parfois mettre en scène sur un dessin, d'avoir un rendu en fait collectif de toutes ces histoires. C'est la fin de notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Alix d'avoir été avec nous. On vous retrouve évidemment prochainement dans le Grand JT, ainsi que toute l'équipe qui est en régie. À la réalisation ce soir, Mani Pezeshko, son Thibaut Gorille-Lafont, le maquillage de Like an Hour, Elodie Wilfried et Siam Kerbouche à la rédaction. Très belle soirée, très bon week-end et à lundi. Salut.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, retrouvez toute l'actualité de l'éducation sur School TV. Enseignants, politiques, experts et personnalités, chaque saison nous donnons la parole à plus de 3000 invités à travers le territoire, au plus près du quotidien des Français. Des petites communes aux grandes métropoles, en passant par l'outre-mer, School TV met en lumière toutes les facettes de l'école partout en France. Chaque matin dans la matinale, Patrice Boisfer met en lumière celles et ceux qui font bouger l'éducation. Parents, élèves, associations, experts, ensemble, ils partagent des histoires vraies, des idées qui marchent et des initiatives qui donnent envie.